Les décideurs de la gestion, bonjour, vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur une actualité économique et financière qui a été abondante cette semaine. Nous essayons d'en tirer des conclusions, de dessiner des scénarios et d'appliquer les réflexions qui ont été données dans une stratégie et même dans des conseils précis. J'ai à mes côtés Christian Ginolac de Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour Hubert. Vous êtes un habitué de l'émission, mais vous revenez dans un contexte un peu différent puisque cette semaine, on a une semaine de réaction sur les marchés, une baisse compris entre 4 et 5% sur les marchés européens, un peu plus en Italie et un peu moins en France ou en Allemagne, 2,5 en Angleterre, un peu plus de 2 aux États-Unis, le Japon aussi trinque. Les émergents tiennent à peu près. Alors nous allons commencer par les impressions macro qui sont sur le fond de cette baisse de la semaine. Alors, impression macro, Christian, tournant de la croissance mondiale, panne en Europe, c'est des tendances qui sont maintenant affirmées et retournées, si j'ose dire. Voilà, c'est un Français, l'économiste en chef du FMI, Blanchard, qui a signé un peu qui a sifflé la fin de la partie. Il nous a un peu secoué cette semaine. Il nous a donné ce qu'on voyait venir, c'est-à-dire une croissance en Europe qui faiblit, notamment avec le maillon fort qui devient le maillon faible, qui est l'Allemagne. Situation d'ailleurs très intéressante parce que quelque part ça peut nous rendre un peu plus optimistes, puisque ça peut vouloir dire que Mme Merkel va peut-être finir par remettre un petit peu de fuel dans son économie, ce qu'elle se refuse à faire. On a même vu cette semaine une déclaration du patron de la Bundesbank disant « n'excluant pas le fameux quantitative easing », c'est-à-dire le rachat de titres d'État. Et comme par hasard, vous voyez apparaître dans la presse des annonces comme quoi les autoroutes allemandes ne sont pas en bon état, etc. Donc il y a clairement un problème d'infrastructure en Allemagne, et comme par hasard, la Commission européenne doit débattre de... Parce qu'en Allemagne, on parlait de 1,8, 1,9, 2 pour 2014-2015, et on est plutôt à 1,2, 1,3. Oui, c'est moins fort, et les exportations baissent. Alors, le premier marché de l'Allemagne, c'est l'Europe, donc tout ça, c'est lié. Le deuxième, c'est la grande exportation, et clairement, le ralentissement relatif en Chine, parce que moi j'aimerais bien encore avoir un taux de croissance de l'ordre de 7%, ça nous rappelle les années 50. Donc clairement, l'Allemagne montre des signes de faiblesse. Oui. Et alors, donc, pendant ce temps-là, les États-Unis, ça va bien, mais pas si bien que ça, et la Fed, cette semaine, s'est inquiétée. Et finalement, les marchés sont contents quand la Fed est un peu inquiète. C'est-à-dire que, oui, parce que ça retarde le moment où ils vont remonter leurs taux. La Fed, en fait, ces déclarations ont fait baisser les taux aux États-Unis, qui sont revenus, je crois, à peu près au plus bas, et le 10 ans. Et en même temps, ça a permis de freiner la hausse du dollar, ce que souhaitait la Fed. Oui, la Réserve fédérale a peur que la hausse du dollar, finalement, casse un petit peu le cycle de croissance. Ben oui, tout le monde fait un peu de la surenchère de dévaluation de sa monnaie. Et puis soit des inflationnistes. Et soit des inflationnistes, nous, on souffre de beaucoup de maux. C'est clair. Alors, ce qu'on a vu, c'est aussi des déclarations de tout un tas de membres du Conseil de l'open market de la Fed, disant les marchés financiers n'anticipent pas la hausse des taux que nous anticipons. Nous pensons qu'à la fin de l'année prochaine, on serait à quelque chose comme un 3/8e, et les forwards, comme on dit, c'est-à-dire les anticipations du marché, sont à 0,6. Oui. Alors, ce qui est clair, c'est que c'est très dur de caler les anticipations de hausse des taux, ce que fait la Fed, c'est-à-dire par la parole, sachant que si, vous savez, il y a la fameuse l'image du bol de punch. Donc, soit on le retire trop tôt, et dans ce cas-là, on va accuser la Fed d'avoir cassé la reprise, soit on le retire trop tard, et dans ce cas-là, on risque de faire chuter la valeur des actifs. Donc, il faut régler. Donc, leur problème, c'est de régler ça. C'est un réglage très fin qui est difficile, et donc la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'on va avoir des marchés plus volatiles. Alors, marché plus volatile, mais croissance américaine qui reste bonne. Moins de 6% de chômage de la population active, par exemple. Alors, il y a quand même
une interrogation aux États-Unis, c'est ces élections de mi-mandat, ça a un intérêt, ça n'a pas d'intérêt, ça va... D'après ce que je peux voir, on dit que ni l'un ni l'autre des grands partis n'a intérêt à bloquer les questions budgétaires. Oui, donc, par contre, ce qu'on peut remarquer, et ça c'est vraiment... Ce qui était le grand sujet il y a un an. Ce qui était le grand sujet il y a un an, l'effet direct quand même de la croissance, c'est que le déficit budgétaire américain, qui était de plus de 6% du produit brut, est retombé en dessous de 3% maintenant. Ça, donc on voit, c'est tout le jeu des États-Unis, ça a été de relancer fortement la croissance, et comme par hasard, les déficits diminuent. On n'a plus ce problème-là, donc d'une manière alors que nous, on essaye de tenir la barre des déficits sans relancer, sans accroître la dette, sans rien faire. Ce que vous disiez pour Mme Merkel, c'est au moment où ça va mal qu'il faut refaire les autoroutes, refaire des trains, etc. Leur déficit est à 0, ils ont droit à 3. Donc ça donne de la manœuvre, même si ça il y en a un peu moins en France. Alors dernier point dans ces impressions macro, élection brésilienne. Alors là, grande surprise. Grande surprise la semaine dernière, dimanche dernier. Grande surprise, on attendait que les deux candidates de gauche soient en tête, et finalement, derrière Mme Rousseff, la présidente sortante, c'est la présidente sortante, c'est le candidat libéral, en tout cas, qui est le favori du milieu des affaires, qui est arrivé en second. Alors, il a encore un retard de plus de 10%, je crois, même de plus de 15% par rapport à Mme Rousseff, mais la bourse a repris espoir. Un peu divine surprise. Oui, voilà, divine surprise. Bon. Donc, je crois que c'est très difficile de faire un pronostic. D'ailleurs, on l'a bien vu, les sondages au Brésil ne sont pas encore au niveau de finesse des nôtres. Il y a des choses à jouer. Par exemple, on parle toujours de Carrefour, bien sûr, quand on pense au Brésil, ou de Wavel, ou REC, ou des choses... C'est-à-dire que le problème quand même du Brésil, c'est qu'il fait partie des pays émergents qui sont gros fournisseurs de matières premières. Or, quel que soit le gouvernement au Brésil, ça n'empêchera pas le cours du minerai de fer de rester faible du fait de la faiblesse de la demande mondiale. Le prix des matières agricoles également. Donc je ne suis pas sûr que ça va jouer un très grand rôle finalement. Très bien. Nous passons aux réalités micro. Alors, réalité micro, sur un fond de bourse baissière, comme on le disait, juste un point sur les 120 valeurs principales de la bourse de Paris, celle de l'indice SBF 120, il y en a 3 en hausse sur la semaine, et encore pour des montants extrêmement faibles, ça donne quand même la tendance. Alors, réalité micro, néanmoins, aux États-Unis, la saison des résultats trimestriels s'est ouverte, comme chaque année avec Aluminium, la compagnie of America, Alcoa. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, le chiffre d'affaires est meilleur que ce qu'on attendait. C'est une hausse de près de 8%, ce qui est tout à fait important, oui. Bon, ce qui montre aussi le pricing power d'Alcoa. Les résultats ont déçu parce que les gens avaient des anticipations très élevées. Mais l'autre résultat qui est intéressant, c'est celui de PepsiCo. PepsiCo, très bon résultat, supérieur aux attentes, qui montre aussi que PepsiCo a une capacité à tenir ses prix qui est très bonne. Donc pour le moment, à part Juniper qui est sorti ce matin, mais qui est dans tout à fait un autre domaine, qui est la technologie, on voit que les premiers résultats sont plutôt bons. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu cette impression qu'effectivement, notamment la consommation non discrétionnaire, la consommation principale, les marges sont très bien tenues aux États-Unis. Ça se tient. Ça se tient, donc, et Pepsi, c'est vraiment mondial. Oui, c'est une boîte qui est mondiale, alors qu'il n'a pas encore souffert de la hausse du dollar. Alors, oui, donc pour eux, c'est bien. Mais ce que les gens ont noté, les commentateurs, c'est que Pepsi, dans son commentaire, n'a pas parlé de la valeur du dollar. Donc ils ont l'air de dire que pour eux, c'est pas c'est presque neutre. souci. Alors on a peur de quoi? On a peur des banques un peu dans cette saison des résultats? Les banques, je crois que le deuxième semestre, les banques sont en pleine phase d'ajustement par rapport à ce qu'on appelle la QR, c'est-à-dire la revue des actifs, dont les annonces vont être faites fin octobre, le 28, je crois. C'est clair que les banques en ce moment sont plutôt en période de provisionnement et de préparation à cette étape. On voit donc aux États-Unis une saison des résultats qui va plutôt être bonne dans le commercial,
probablement dans l'industriel, mais en revanche, les banques, il y a toujours un peu d'interrogation. C'est-à-dire que dans la banque d'affaires, la gestion des taux d'intérêt est un élément qui est important, ce qu'on appelle le fixed income. Or, la volatilité était jusqu'à maintenant trop faible pour que les banques gagnent de l'argent. C'est en train de changer. Alors, banque d'affaires, dans un autre métier, sur les marchés financiers, cette semaine, SPI, qui devait revenir en bourse, remet son introduction. C'est un signe que c'est difficile de lever de l'argent aujourd'hui ou que ce n'est pas le moment, tout simplement? Oui, je crois très franchement que c'est un petit peu aussi un prétexte, parce que la demande pour le papier était relativement faible. Parce que c'était trop cher, parce que c'était trop il avait pricé cher, il cherchait à lever de l'argent pour rembourser une bonne partie de la dette qui a été levée pour le LBO, ce qui n'est pas en soi un projet très excitant pour les actionnaires, quoique se désendetter c'est très bien, mais... oui, mais là on désendette des actionnaires en réalité. Voilà, et puis récemment quand même, les introductions qui se sont passées notamment en Allemagne, il y a eu 2 introductions importantes, toutes les 2, les cours de bourse suite à l'introduction ont baissé de plus de 20%. Donc on ne peut pas dire que l'ambiance actuelle soit favorable à l'introduction en bourse. Alors, donc SPI, il faudra qu'il repasse. Alors, est-ce que ça sera en général ce qui se passe dans ces cas-là, quand on remet l'introduction, c'est que ça prend un certain temps. Parce qu'il faut remettre la machine en route, remettre les espérances en route, etc. Donc c'est peut-être pas pour dans quelques années encore. Bien, alors un petit tour des actions. Michelin, cette semaine. Michelin, on n'a pas eu de nouvelles très importantes, sauf que ils ont annoncé que la tenue de leur objectif de croissance de 4% des volumes pour 2014 va être difficile. Oui, et ils ont maintenu leur déclaration comme quoi ils pourraient s'intéresser à un acteur dans la gamme moyenne. Ce qui n'est vraiment pas leur cœur de métier. Qui n'est pas leur cœur de métier, non. CGG et même l'ensemble des valeurs liées aux services pétroliers, ça se passe mal. C'est-à-dire Technip, que ça se passe pas bien. Voilà, je crois que c'est ce que nous disions il y a un mois à peu près. C'est-à-dire que la baisse du pétrole entraîne corrélativement la baisse des dépenses d'investissement des groupes pétroliers. Donc, alors si je prends le cas de la France, les Technip, les CGV, Veritas, les Vallourec, etc., leurs cahiers de commandes vont souffrir, clairement. Donc, CGG, pour vous dire, le titre a baissé de près de 50% depuis le début de cette année. Ça a beaucoup souffert. Oui, ça a énormément souffert. Et on peut vraiment se poser des questions il faudrait vraiment que la société subisse une restructuration forte, sûrement. Oui, il y a aussi un petit problème de discours du management qui est toujours un peu... Oui, qui est décalé, trop optimiste et qui finit par lasser. Oui, pas ne peut être cru. Alors Bolloré, on a eu un peu peur, il y a eu une panique Ebola, on va dire, il y a 2 jours. Oui, c'est-à-dire que ça représente plus de 20% du chiffre d'affaires. L'Afrique ? Oui, plus de 20% du chiffre d'affaires du groupe Bolloré. Comme vous savez, ils exploitent des ports, notamment dans le golfe de Guinée. En plus, on ne peut pas s'empêcher de craindre une contagion aux pays voisins, parce que la Guinée à Sierra Leone, c'est à peu près 5% de leur chiffre d'affaires en Afrique, donc c'est pas très important, mais ce sont les conséquences, c'est le ralentissement de l'activité. Oui, c'est ça, le port, s'il y a moins d'activité, voilà. Et donc, on est en train il y a quand même une certaine psychose qui... Alors, ça avait pas mal monté aussi. Alors, ça avait fait une année 2013 formidable, je crois plus de 50%. C'est ça, voilà, donc qu'il y ait des gens qui prennent leurs bénéfices. Vous surveillez maintenant d'en reprendre ou de reprendre la holding J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer, parce que cette épidémie va certainement continuer à peser sur les valeurs qui sont présentes sur l'Afrique. Et il y avait autrefois la CFAO qui était cotée en bourse, elle ne l'est plus puisque les Japonais l'ont rachetée. Donc c'est notre dernière valeur cotée qui soit africaine. Donc on joue là-dessus. Donc il faudrait que, à mon avis, les nouvelles du côté de l'Ebola s'améliorent pour que Bolloré se reprenne. Et ça, on maîtrise pas. C'est difficile à dire. Je viens de voir en arrivant qu'il y a un cas qui aurait été déclaré à Paris, à l'hôpital Bichat-au-Cochin, je ne sais plus. Enfin, je veux dire, hier on avait cru qu'il y avait un cas dans l'Essonne. Enfin,
Oui, c'est un commence à sujet. vivre. C'est un Voilà, sujet et les boursiers c'est un sujet préoccupant. n'aiment pas le risque. Ouais. Alors, la TechOR, alors là, on est dans un secteur qui va plutôt bien, un sous-traitant, qui a plutôt un trop gros, si on comprend bien, un trop gros carnet de commandes pour sa trésorerie. C'est-à-dire que le problème de la TechOR, ils ont un très beau carnet de commandes, c'est plus de 4 ans de chiffre d'affaires. Mais pour acquérir ce carnet de commandes, ils ont dû faire des gros investissements d'outillage, etc., qui leur ont coûté très cher. Et donc, ils ont une dette aujourd'hui qui est beaucoup trop importante par rapport à leur situation financière, qui est presque 3 fois leurs fonds propres. Cette dette, les banques sont tentées de les céder aux seuls acheteurs dans ces cas-là, qui sont des fonds vautours, des hedge funds, oui, les qui vont professionnels de la gestion négocier ensuite une conversion de cette dette en actions, et bien sûr les actionnaires vont souffrir d'une forte dilution. Une autre solution dont on ne parle pas encore serait, est-ce que vraiment Airbus peut totalement ne pas se préoccuper de la santé et de l'avenir d'un de ces gros soit le reprendre, soit l'adosser, soit organiser un mariage avec d'autres quelque chose. Mais pour le moment, ils n'ont pas bougé. Ils attendent peut-être que ça vaille moins cher. C'est un titre. Ils attendent peut-être que ça vaille moins cher. Dernier point, Lafarge. Oui. Écoutez, Lafarge, le CIM, donc maintenant, cette fusion, on la voit arriver. Oui, c'est-à-dire que Bruno Lafont a annoncé que les accords de non-concurrence dans le monde entier, etc., en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays où ils sont présents, tout ceci devrait être réglé d'ici la fin du premier semestre de l'année prochaine. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les actifs qui veulent céder, à la fois de cimentiers, notamment locaux, et de fonds d'investissement. Vous savez que les fonds de private equity ont beaucoup de liquidités en ce moment, et donc ils recherchent des actifs. Enfin, un troisième point peut-être qui n'est pas à négliger, c'est le fait que la baisse du pétrole, c'est-à-dire la baisse du coût de l'énergie, est un élément très favorable pour les cimentiers, qui consomment beaucoup d'énergie puisqu'ils chauffent des pierres pour faire du ciment. Donc, alors, chauffer des pierres, il faut du pétrole. Exactement. Alors, dernier point en réalité micro, ces inquiétudes qu'il y a autour de taxation des concessions. Oui, bah, c'est-à-dire que c'est quelque chose bourse, qui revient. Vinci Eiffage. Voilà, c'est Vinci Eiffage, clairement, qui sont visés à cause de leur partie autoroute. Bah, je dirais que bon, je crois que M. Sapin a résumé la question. Mme Royal dit on va les taxer, et M. Sapin dit c'est pas très simple. Mme Royal, il faut bien qu'elle trouve une pirouette par rapport à son volte-face sur l'écotaxe sur les camions. Et de l'autre côté, M. Sapin lui rappelle que l'État a signé des conventions. Alors, comment ça va se terminer tout ça? Je dirais que c'est une négociation que les patrons de Vinci Eiffage savent mener. Oui, ça c'est leur métier. D'un côté, l'État est très puissant et est un gros client de ces gens-là. Ce qu'ils aiment dans les autoroutes, c'est non seulement les péages, mais aussi c'est tous les travaux d'entretien, d'extension, etc., qui sont à faire. Et de l'autre côté, l'État a signé quand même des accords qui sont très contraignants. Donc on ne panique pas. Donc moi, je ne panique pas. Eiffage perd 12,5% sur la semaine, donc il y a une vraie réaction. Hein. C'est plutôt même, moi j'ai tendance à penser que finalement, ce sont des sociétés qui sont bien armées pour ce genre de négociations. Nous allons passer à la stratégie et à la gestion. Alors Christian, vous l'avez dit tout à l'heure pour les États-Unis, mais on a cette fuite vers la qualité, comme on dit sur les marchés financiers, on a des taux d'intérêt de plus en plus bas, une croissance mondiale en panne, qu'est-ce qu'il faut faire? La question est stupide, mais c'est la bonne question. C'est pas une question stupide du tout. Ce qu'on constate, c'est que les taux d'intérêt sont très très bas. Moi, il y a une question que je pose souvent, c'est quel rapporte aujourd'hui, si j'achète une obligation ou si je prête de l'argent à 5 ans, à une grande société du CAC 40, style Danone, Saint-Gobain ou autre. Ça va me rapporter tout juste du 1%. La réponse spontanée est beaucoup plus élevée parce qu'on a tendance
à garder en mémoire. Non, mais... Bon, je compare ça, alors 1%, c'est pas beaucoup en valeur absolue, mais comme on a une inflation qui est de 0,3, 0,4, c'est quand même beaucoup mieux que l'époque où les taux étaient à 8 et l'inflation à 12. Mais bon, mais 1%, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je mettrais de côté le fait que le jour est négatif. Mais ça, voilà. Bon, et puis, si je suis dans l'assurance vie, quand l'assureur est rémunéré, il ne reste plus grand-chose. Alors ensuite, si je vais prendre un petit peu plus de risques, je peux acheter des obligations de société de moins bonne qualité. Et là, j'aurai du 3-4% à peu près, avec bien sûr un risque, notamment en période d'économie molle, que certaines de ces sociétés ne soient pas en mesure de me rembourser l'argent que je leur ai prêté. Et puis alors, il y a une troisième catégorie d'actifs, ce sont les actions des sociétés. Ce qu'on constate, c'est qu'elles arrivent à maintenir, voire augmenter leurs dividendes, pour la plupart d'entre elles. Si je prends le CAC 40, les dividendes ont encore augmenté cette année, et le rendement est toujours proche de 3%. La réponse pour vous, c'est les actions de rendement, celles dont le rendement ne baissera pas. Alors voilà, alors, il faut être prudent sur la qualité des titres qu'on achète, parce que la hausse des rendements peut venir de deux choses. Soit de la hausse du dividende, soit de la baisse des cours. Oui, puisque c'est un rapport, il y a un numérateur, un dénominateur. Alors, ce qui est remarquable, par contre, ce sont les situations où les cours peuvent se reprendre, parce que la croissance de la société va le permettre, et de l'autre côté, même si les dividendes restent les mêmes, on peut avoir un très bon rendement. Donc, nous, on est toujours focalisé sur cette idée de sociétés qui peuvent maintenir ou faire croître leurs dividendes dans le temps. Et si nous ne sommes pas forcément acheteurs des sociétés qui ont les plus hauts rendements, parce que souvent, ça indique plutôt un risque de faiblesse du cours de bourse que de distribution très forte. Par contre, des belles valeurs de croissance qui assurent chaque année une augmentation de leurs dividendes nous semblent un bon investissement. Alors, autre question, et j'ai une question d'un de nos auditeurs sur les actions américaines pour jouer le dollar. Donc, la modération des cours du pétrole, le dollar qui monte, même s'il s'est stabilisé, il y a des concepts à suivre là-dedans ? Il y a que, paradoxalement ou logiquement, ce qui est bon pour l'un est moins bon pour l'autre, la baisse du prix du pétrole se répercute sur celle du gaz. Et donc, pour l'économie américaine, c'est plutôt bon pour l'industrie américaine, moins bon pour l'industrie pétrolière. Et couplé avec la baisse la hausse du dollar, elle, par contre, elle peut être négative pour les exportations venant des États-Unis. Mais l'un dans l'autre, je crois que l'économie américaine reste très forte, et les valorisations actuelles sont pas sur. Donc c'est plutôt les valeurs américaines qu'on joue dans ce concept-là. Écoutez, dans ce contexte-là de hausse du dollar, moi j'ai tendance quand même à jouer les valeurs européennes qui sont moins chères et qui profiteront directement, qui ont un effet de levier. Qui ont un effet de levier qui est plus grand. Et dans ces secteurs, je crois qu'on bénéficie en Europe d'une industrie du luxe qui est formidablement le retour sur le luxe. Solide, même si en ce moment, à court terme, elle peut souffrir dans certains segments, notamment en Chine, sur les montres ou sur le cognac. Mais c'est cette industrie qui a le plus fort effet de levier à la hausse, à la baisse de l'euro. Pourquoi ? Parce qu'elle fabrique entièrement dans la zone euro et elle vend dans le monde entier. Et beaucoup en dollars, puisque et beaucoup en dollars, sud-est, ou dans des monnaies liées au dollar. Donc c'est sur le luxe que vous avez le plus fort effet de levier. Ce qui explique sans doute que les sociétés de luxe baissent moins que ce qu'on ne pourrait penser en ce moment, malgré la pression sur leurs ventes en Asie notamment, et en Europe, parce que l'effet dollar et monnaie va compenser en partie l'effet négatif sur la croissance. Alors vos concepts du moment, à part ce luxe. Je crois qu'on a évoqué certains. Donc qu'est-ce qui va bénéficier de la hausse du dollar ? Qu'est-ce qui va bénéficier de la baisse du pétrole et de la baisse des taux ?
Donc c'est une équation, recherche de rendement, recherche de valeur pour lesquelles la baisse de l'euro a un impact qui est positif, et quelles sont les valeurs qui consomment du pétrole ou de l'énergie. Alors vous retrouvez quelques valeurs qu'on a été amené à citer ces derniers temps. La baisse du pétrole, clairement, ça profite à des industries comme le ciment, ça profite également à la chimie, et la baisse du pétrole, ça bénéficie aux sociétés aériennes, au transport aérien, au tourisme. Alors, elles ont d'autres problèmes par ailleurs, notamment Air France. Notamment Air France, notamment Ebola aussi, qui est un frein à un certain tourisme, notamment sûrement sur l'Afrique. Mais la baisse des taux, c'est clairement recherche de rendement. D'ailleurs, on le voit très clairement dans le beau parcours que font les sociétés dans l'immobilier qui sont cotées. C'est un peu la surprise de l'année, d'ailleurs. C'est la surprise de l'année parce qu'on craignait un effet de la faiblesse de l'économie sur le remplissage des immeubles, ce qui est un effet classique, mais de l'autre côté, la baisse des taux a un impact très favorable sur les valorisations. Et donc l'un dans l'autre, c'est l'aspect baisse des taux qui a primé. Et puis donc, dollar, le dollar, je crois que les deux secteurs qui sont les plus influencés... Et pétrole le pétrole, je crois que pour le moment, il ne faut pas trop y toucher. Voilà. Aux valeurs pétrolières. Alors, dernière question. Approche d'une allocation d'actifs. Là, les marchés sont en train de dévisser, en train de corriger, je ne sais pas comment il faut dire. C'est le moment de rentrer dedans. C'est le moment moi, je crois que tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes déjà chargé à 100% en actions, vous ne pouvez pas faire grand-chose sauf des arbitrages. Et dans ces arbitrages, on a donné quelques idées fortes. Dollar, taux, pétrole. Si par contre, on a des liquidités, je crois qu'il faut être prêt à appuyer sur la gâchette et regarder peut-être à commencer à faire des emplettes. Mais pas se précipiter, parce qu'on a des échéances qui sont compliquées. Sur les banques, il y a l'échéance de la fin octobre. Il y a ce discours un peu difficile de Yellen, et puis il y a la position de l'Allemagne. C'est sûr que demain, Madame Merkel ou qui d'autre, si on sent que l'Allemagne est prête à bouger vers un soutien de leur économie et donc de l'économie européenne, là vous serez content de vos achats. Là, ça peut aller. Nous passons au conseil. Alors Christian, un achat fort. L'achat fort, je crois qu'on a déjà dit un mot. Je crois que Lafarge est une situation très intéressante. Alors, baisse du coût de l'énergie, une situation de rapprochement qui fait qu'on va avoir vraiment un acteur super mondial, absolument, des ventes d'actifs qui se passent bien, et donc une société qui va être en très bonne forme. Et une société qui n'a pas fait des performances boursières absolument considérables, donc ça tombe plutôt bien. Ça, et puis, je dirais, en second, suivre l'évolution d'un cours comme celui de Vinci, parce que si l'aspect crainte sur les concessions d'autoroute se faisait trop fort, pesait trop sur le titre, je crois que l'État français sera amené à honorer sa parole. Donc, et en plus, il y a un bon rendement. À vendre, à arbitrer, à éviter? Je crois qu'il faut éviter Air France, parce que je crois qu'ils sont vraiment très très endettés. Si vous regardez le bilan d'Air France, qui, je vous rappelle, n'inclut pas tout le leasing des avions. Donc vous ne voyez qu'une dette non liée aux avions. Vous vous rendez compte qu'on peut légitimement se penser... Alors, ils ont encore une poire pour la soif, qui est le résidu de leur participation chez Amadeus, vous savez, le système de réservation. Et puis ils ont leur fameuse société de service au sol. De maintenance. De maintenance au sol. Oui, mais ça, ils ne vont pas le vendre. Ça, ils ne le vendront jamais. C'est leur core business. Par contre, ils peuvent vendre encore de Amadeus. S'ils vendent leur participation d'Amadeus, ils peuvent encore en tirer 400 ou 500 millions d'euros. Mais alors là, il n'y aura plus de gras. C'est fini. Or, vous remarquerez que c'est à peu près ce qu'ils ont estimé le coût de la grève. Ça veut dire que cette grève qui a coûté dans les 500 millions, ça supprime la poire pour la soif qu'ils avaient, qui sont les titres Amadeus. Je crains
qu'ils soient obligés de faire une augmentation de capital. On va un joker. Alors, un joker, eh bien, écoutez, il y a un titre qui a baissé de plus de 15% sur la semaine et que j'ai déjà été amené à recommander, je crois, ici. Et je crois que c'est Peugeot. Et moi, je suis prêt... Vous l'aviez recommandé, ça avait fait un très beau parcours à l'époque. Oui, mais je crois que je suis prêt à parier. Enfin, on peut rêver que la situation de 80 se reproduise, que la 308 soit une nouvelle 205. De même, souvenons-nous, comme la 600, la Fiat 500 a fait redécoller Fiat qui était au bord du gouffre. Oui, eh bien, le succès de cette 308 voiture qui est élue la voiture européenne de l'année, etc., qui semble en plus avoir du succès en Chine, où la situation chinoise est consolidée en plus par l'entrée de Dongfeng dans le capital de Peugeot, tout ça peut nous donner des très bons résultats. Et vous prenez Peugeot plus que la holding familiale FFP maintenant ? C'est-à-dire que la FFP, non, c'est un moyen de le jouer en prenant moins de risques. Donc moins de levier. Donc moins de levier, voilà. Donc pour ceux qui veulent prendre moins de risques, la FFP. Ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, du Peugeot. Et ceux qui aiment bien spéculer, les bons de souscription Peugeot. Ce sera le mot de la fin. Une palette. Merci Christian et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.